Mes chers collègues, nous en venons à la discussion générale. Premier orateur inscrit, Madame Elisabeth Guigou, pour une durée ne pouvant excéder 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre Assemblée est aujourd'hui amenée à débattre de deux traités. Le premier modifie l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour autoriser la création du mécanisme européen de stabilité. Le second crée le mécanisme européen de stabilité. Il y a un troisième traité dont on ne débat pas aujourd'hui puisqu'il n'est pas à l'ordre du jour, c'est le projet de traité intergouvernemental sur la stabilité, la coopération et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire. Je ne l'évoquerai que pour rappeler que nous souhaitons le renégocier pour le compléter et je veux d'abord rappeler les raisons de cette position. Il y en a 4. Le projet de traité intergouvernemental ne répond pas à l'urgence, il n'est pas nécessaire, il est déséquilibré et il est antidémocratique. Il ne répond pas à l'urgence de la crise financière. Je vais demander L'urgence à nos aurait collègues qui été quittent de briser, l'hémicycle de le faire dans le silence. Merci. par des mesures fortes et rapides, la spéculation qui s'attaque à la Grèce, après s'être attaquée au Portugal et qui risque de se propager vers l'Espagne et l'Italie, et peut-être un jour, souhaitons que non, de menacer notre pays. L'urgence était de desserrer les taux de la spéculation et non d'élaborer un nouveau traité. Le traité intergouvernemental n'était d'ailleurs pas nécessaire. Le respect des disciplines sur les déficits et la dette est évidemment indispensable. François Hollande a pris des engagements clairs en ce sens, s'il est élu. En 2013, les déficits publics ne dépasseront pas 3% du produit intérieur brut et reviendront à l'équilibre en 2017. Alors pourquoi ajouter un traité alors que la règle d'or existe déjà dans les traités européens et que ceci s'impose à notre Constitution? Il aurait donc suffi d'appliquer les traités et les règlements de la Commission, comme cela d'ailleurs a été fait sous le gouvernement Jospin, et je veux souligner que nous n'en serions pas là aujourd'hui si depuis 2003, c'est-à-dire bien avant la crise qui a éclaté en 2008, la France n'avait pas été constamment en déficit excessif. Non seulement ce traité intergouvernemental ne répond pas à l'urgence, non seulement il n'est pas nécessaire, mais il est en outre profondément déséquilibré. Rien n'est prévu pour soutenir la croissance. Le mot même de croissance n'est cité que 2 fois. Et ce n'est pas avec la méthode Coué que l'on rétablira la confiance, c'est en soutenant la croissance. Car sans croissance, il est illusoire de prétendre réduire les déficits et la dette. Sans croissance, le chômage explose, nous le voyons bien, et ce sera pire encore demain si nous ne prenons pas des mesures fortes pour retrouver le chemin de la croissance. Nous avons dit ce que nous souhaitions. Il faudrait une politique d'investissement de niveau européen financée par des eurobonds dans des secteurs d'intérêt commun. Il ne manque pas. On peut citer l'énergie, les transports, les communications, les technologies numériques, l'avion du futur, l'espace. Bref, voilà ce qu'il aurait fallu faire pour véritablement s'attaquer au principal problème qui est le défaut de croissance en Europe aujourd'hui. Enfin, ce traité, nous voulons évidemment le modifier car il y a le déficit démocratique. Nos parlements ne seront saisis du projet de traité intergouvernemental qu'au stade de la ratification, alors que les questions budgétaires sont au cœur de leurs compétences. Ce n'est pas acceptable. Nous avions d'ailleurs débattu ici même jeudi dernier d'une proposition de résolution donnant des pouvoirs accrus aux parlements nationaux en lien avec le Parlement européen. Hélas, la majorité UMP a rejeté ce texte. Alors j'en viens à présent à la ratification de la modification de l'article 136 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. C'est la modification de cet article qui autorisera la création d'un mécanisme européen de stabilité. Et dans la crise gravissime où se trouvent l'Europe et les peuples européens, il est en effet indispensable d'avoir un mécanisme de solidarité permanent qui fait cruellement défaut aujourd'hui. Car les 2 mécanismes provisoires actuels, le FESF et le MESF, ont permis d'aider, c'est une bonne chose, l'Irlande et le Portugal, sur le principe bien entendu. Puisque nous n'avons cessé de réclamer la création de dispositifs de solidarité, nous ne pouvons que juger positif, d'une part, qu'un mécanisme permanent prenne le relais de ces mécanismes provisoires, et d'autre part, que l'on décide d'accélérer sa mise en œuvre, qui devrait être avancée, nous dit-on, de juillet 2013 à juillet 2012.
Il en va de la solidarité entre États membres et nous avons tous intérêt à stabiliser la zone euro. Mais si nous sommes sur le principe évidemment favorables à un mécanisme de solidarité permanent, la question est de savoir si ce mécanisme-là que vous nous proposez est le bon. Voyons donc en quoi consiste ce deuxième traité sur lequel nous allons devoir nous prononcer, celui qui crée le mécanisme européen de stabilité. Je veux d'abord indiquer qu'il arrive bien tard. Les conditions de création de ces fonds sont très révélatrices des atermoiements et de l'indécision qui sont à l'origine de la perte de confiance des marchés et qui expliquent que la situation gravissime de la Grèce ne soit aujourd'hui encore pas résolue. Ces fonds de secours ont fait l'objet de décisions insuffisantes et trop tardives. Je veux ainsi souligner que la création des deux fonds provisoires, le FESF et le MESF, a été décidée en mai 2010, c'est-à-dire 1 an et demi après qu'ait éclaté la crise de 2008, et qu'il a fallu ensuite attendre plus d'1 an pour que ces dispositifs soient abondés et leurs compétences élargies lors des sommets européens de la zone euro des 11 mars et 21 juillet 2011. Et je ne parle pas des délais liés aux ratifications successives. Il a fallu que le triple A de plusieurs pays européens, dont le nôtre, hélas, soit dégradé pour que l'on accélère la mise en œuvre du mécanisme permanent. En dépit de cette accélération du calendrier, ce mécanisme ne sera mis en œuvre qu'en juillet 2012. Alors je vous pose la question, Monsieur le Ministre, que se passera-t-il entre-temps si l'Espagne ou l'Italie rencontrent d'importants problèmes? Rien n'est prévu. En outre, de l'avis de tous les experts et de nombreux politiques, 500 milliards d'euros, c'est insuffisant pour faire face à des problèmes de ce type. Je veux du reste souligner le paradoxe suivant. Monsieur le Ministre, je vous parle. Je veux souligner le paradoxe suivant. Plus la dotation des fonds de secours est faible, plus on risque de devoir s'en servir. C'est donc qu'il risque de coûter plus cher à nos budgets. 6 milliards d'euros de crédits d'engagement en 2012, 16 milliards d'euros d'autorisation d'engagement. Ce n'est pas rien. Si ce fonds était suffisamment doté pour dissuader la spéculation et s'il avait une licence bancaire, on n'aurait pas à s'en servir. Bref, 500 milliards de l'avis général, c'est trop peu. Les capacités du mécanisme européen de stabilité doivent être augmentées au minimum de 250 milliards d'euros du Fonds européen de stabilité. Espérons que le Conseil européen du 1er mars prochain prendra des décisions en ce sens et accordera au mécanisme le statut de banque publique pour qu'il ait une licence bancaire et puisse se refinancer comme toutes les banques auprès de la Banque centrale européenne. Car sans licence bancaire, il aura épuisé ses 500 milliards de capacité d'intervention en cas de tension exercée sur les titres de la dette souveraine italienne ou espagnole. Le mécanisme tel qu'il a été créé souffre d'un autre défaut. Il est fondé sur une structure intergouvernementale. Nous aurions au contraire besoin d'un mécanisme communautaire qui assurerait la transparence et un contrôle des parlements nationaux et du Parlement européen. Certes, le traité prévoit un contrôle politique par les ministres des Finances. La France aura d'ailleurs un droit de veto. Mais ce n'est pas suffisant. Dans notre projet de résolution, nous proposions une véritable action commune entre le Parlement européen et les parlements nationaux au début du processus de semestre européen, ainsi que des réunions à chaque étape importante de la coordination intergouvernementale des politiques économiques et budgétaires. En outre, l'octroi d'une assistance financière du mécanisme européen de stabilité sera conditionné à partir du 1er mars 2013 à la ratification du traité intergouvernemental sur la stabilité, la coopération et la gouvernance. Même si les dispositions conditionnant ces deux traités l'un à l'autre sont dépourvues de valeur juridique contraignante, il y a bel et bien un lien politique. Or, je l'ai dit pour commencer, nous ne pouvons en l'état approuver le traité budgétaire intergouvernemental. La solidarité doit être au fondement de la gouvernance économique européenne. Cette gouvernance économique a besoin de jouer sur tout un clavier. Elle ne peut pas être seulement punitive, sinon nous ne nous en sortirons pas, ni les uns ni les autres. En évoquant la solidarité, je veux parler du traitement cruel qu'est en train de subir le peuple grec. Bien sûr, il est normal qu'une aide soit assortie de contreparties, mais les conditionnalités imposées à la Grèce sont absolument inacceptables. Ce pays est dans sa 5e année de récession et nous voyons bien que ces malheureux Grecs saignés à blanc paient le prix des fautes graves qui ont été commises par les dirigeants qui ont précédé le gouvernement Papandréou. Est-ce qu'on a mesuré la brutalité de ce énième plan de rigueur? Quelles en sont les conséquences sociales et humaines? Les pensions de retraite vont diminuer de manière drastique, y compris les retraites complémentaires. Le SMIC va baisser de 22% pour passer en dessous de 600 €.
et de 32% pour les moins de 25 ans. Le salaire des fonctionnaires sera réduit de 10%, 15 000 fonctionnaires vont être licenciés. C'est la dignité même du peuple grec qui est aujourd'hui bafouée, et ce n'est pas ainsi que nous renforcerons la cohésion européenne dont nous avons tant besoin dans cette crise. Je ne cesserai de le répéter, si les États européens avaient respecté les traités déjà existants, si la Commission européenne avait joué son rôle, si on avait agi plus tôt et plus fort, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Alors, en conclusion, je dirais que nous sommes favorables à la création d'un mécanisme de solidarité permanent qui fait défaut, mais le traité qui institue le mécanisme européen de stabilité est loin de ce qu'il faudrait pour stabiliser la zone euro et aider les pays en difficulté. Ce mécanisme, je l'ai dit, n'est pas suffisamment doté. Il faudrait qu'il ait une licence bancaire pour être adossé sur la garantie de la Banque centrale européenne et afficher la volonté politique de mutualiser la dette et de soutenir la croissance. Enfin, la conditionnalité politique consistant à n'octroyer qu'une assistance financière qu'aux États ayant préalablement ratifié l'actuel traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance n'est pas acceptable dans l'état de ce dernier. C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai sur ce deuxième traité.